Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde sur l'apicratie. Pour traiter ce sujet assez riche, nous avons 4 intervenants que je vais vous proposer de vous présenter pour donner un petit peu de contexte à notre public. Bonjour, je m'appelle Olivier Derrien et j'ai le plaisir d'être le directeur général de Salesforce en France depuis 9 ans maintenant. Salesforce est la plus grande start-up du monde. Il y a 35 000 salariés et ça fait à peu près plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Mais sur l'innovation et le focus client et l'attention qu'on porte aux employés, c'est encore une vraie belle start-up. Bonjour, moi c'est Faustine Durier, je suis la fondatrice de CoCoWorker et nous on permet en fait de rendre visible et actionnable le capital humain de l'entreprise pour lui permettre de rester attractive et performante et pour aider aussi les salariés à grandir et s'épanouir dans le nouveau monde du travail avec une plateforme de reconnaissance collaborative des compétences humaines. Bonjour, je m'appelle Philippe Boyer, je suis en charge de l'innovation chez Covivio. Alors, Covivio est un acteur immobilier positionné sur 3 principaux produits, que sont les bureaux, le logement et l'hôtellerie. Et on a coutume de dire que pour ces 3 produits, eh bien, ça permet d'habiter, de voyager et de travailler. Et je pense qu'on va parler de ces 3 thèmes en matière d'apicratie aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, Mathilde Lecause, donc je suis directrice des talents et de l'innovation RH chez Mazars. Donc Mazars, c'est un cabinet de conseil et d'audit financier en France et à l'international. Aujourd'hui 20 000 dans le groupe au monde et 3 700 en France. Et mon rôle est notamment d'accompagner la transformation de l'organisation et travailler aussi sur l'innovation managériale. Je pense qu'on en parlera justement juste maintenant. Super, bien, je vais aussi me présenter par politesse. Donc, je m'appelle Margot Pelaine, je suis la fondatrice du Learning Studio, qui est un collectif de freelance qui travaille sur ces sujets de nouvelles formes de travailler et nouvelles manières de former. Donc l'apicratie, qu'est-ce que c'est? Donc, comme certaines personnes dans la salle sans doute, et pour être sûre d'avoir tous les enjeux, j'ai utilisé Google. Et c'est un sujet qui fait parler. Il y a les détracteurs, mais aussi des chantres qui se disent que c'est la nouvelle manière de manager l'entreprise. Kratos, qui est donc le pouvoir, l'injonction de l'entreprise qui dit aux salariés « à présent, tu seras heureux ». Pourquoi ce sujet aujourd'hui, Mathilde ? Je pense que déjà le mot en fait effectivement est très controversé parce que le heureux, enfin le bonheur, moi je trouve que c'est une quête quand même très complexe et du coup ça pose aussi une responsabilité de résultat et une responsabilité au niveau de l'entreprise. Et est-ce que il est de la responsabilité de l'entreprise de rendre les gens heureux et je pense que c'est justement ça aussi qui fait parler par rapport à cette ambition et puis aussi certainement la façon dont certaines fois c'est illustré, enfin, en tout cas mis en pratique. Et il y a un gros débat justement sur est-ce que c'est plutôt pas des placebos, est-ce qu'on traite vraiment les sujets de fond autour de la relation interpersonnelle notamment. Donc voilà, voilà, c'est très contrasté effectivement. Merci. Olivier, donc Salesforce, très grosse entreprise aussi américaine qui est la première à utiliser des termes comme Chief Happiness Officer. Est-ce que vous avez ce genre de choses ? Je crois que ce qui est très important, c'est de comprendre que souvent, un employé heureux va aider un client à devenir heureux. Et pour nous, pour moi, c'est une boucle vertueuse. Ça, c'est le premier message. Ensuite, le deuxième message, c'est qu'est-ce que ça veut dire être heureux? Je pense que ça veut dire d'avoir des valeurs et de clarifier quelles sont-elles dans chaque société. Mais peut-être plus important, c'est au quotidien avoir des actions qui permettent à chaque employé en fait de bien vivre son expérience professionnelle. Et donc la confiance, la sincérité, des valeurs humanistes, je pense que ce sont les mots-clés que chaque employé observe et pour décider en fait de rester ou de ne pas rester dans cet endroit. Et s'ils sont heureux ou plus heureux, ils vont être plus motivés et en plus ils vont être plus fidèles. Et c'est un cercle vertueux. Donc il faut trouver des solutions pour être dans ces cercles vertueux. Et est-ce que vous avez des gens chez Salesforce dont le travail est d'incarner cette vision, un Chief Happiness Officer? Je crois que oui. tout le monde, chaque salarié doit incarner cette idée et qu'on demande plus d'exemplarité aux dirigeants et aux people managers. Oui. Donc chez nous, en fait, chaque individu a le rôle d'aider son collègue à être heureux. Mais s'il n'y a pas confiance mutuelle, ça ne marche pas. C'est pour ça que
on pense que tout commence avec la valeur confiance. Si vous n'avez pas confiance dans votre collègue, vous n'allez pas pouvoir l'aider à se développer et à être plus heureux. Donc, des Chief Happiness Officers, si on a 35 000 salariés, on a 35 000 Chief Happiness Officers. C'est beau. Je ne sais pas si c'est beau, mais ça doit être notre objectif. Après, on avance petit à petit. On est loin d'être parfait, mais on va dans la bonne direction, je pense. Et si chaque jour, on s'améliore, vous savez, c'est pas mal. Bien sûr. Et vous avez par contre un Chief Equity Officer ou Equality Chief Officer? Equality. Alors, Chief Equity, c'est autre chose. L'equity, c'est important aussi pour certains. Ça fait partie Je reviendrai du bonheur. là-dessus plus tard. Ouais, Pour vous. Mais Equality, c'est encore mieux. Donc, on a 4 valeurs clés dans notre société. Il y en a 2 qui sont humanistes. J'en ai déjà cité une, c'est la confiance. Et vous me permettez, merci, d'en citer une autre, c'est l'equality. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que tout le monde est sincèrement motivé pour améliorer l'égalité au travail. Et l'égalité, on l'a définie de cette façon, chez nous en tout cas, c'est créer un environnement dans lequel chaque salarié va oser dire qui il est ou qui elle est, sans avoir peur d'avoir une diminution de salaire ou plus de promotion ou d'être placardisé. Quel que soit le sujet, préférence sexuelle, orientation religieuse, quel que soit, c'est pas facile du tout, on a du boulot. Mais là aussi, on avance petit à petit. Merci. Philippe, vous l'avez dit en introduction, votre métier est de penser le bureau de demain. Et je ne suis pas sûre que vous croyez vraiment en l'apicratie, comme vous avez pu le dire avant. Quelles sont vos convictions à ce propos? On ne sait pas que je ne crois pas à l'apicratie. Moi, j'appelle ça un peu le syndrome Pharrell-Williams, avec en effet l'injonction à être happy à tout prix. Et c'est ça, moi, qui m'énerve un petit peu, pour rester sur le champ lexical de la musique, de la chanson avec Philippe Catherine. Non, plus sérieusement, je pense qu'en effet, beaucoup de choses ont déjà été dites sur le fait qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas forcément de mettre un baby-foot pour que les salariés soient heureux. Je crois qu'on a dépassé largement ce stade et c'est plutôt une bonne nouvelle. Je crois qu'en effet, on va revenir dans un instant sur l'immobilier, mais d'abord, c'est une notion de sens. Et on voit bien notamment dans la manière de recruter les jeunes personnes dans nos entreprises. Il faut que l'entreprise ait une mission, il faut qu'il y ait un sens, il faut que le manager permette aux uns et aux autres à s'élever. Voilà aujourd'hui ce qui, à mon sens, contribue à la apicratie, en tout cas au fait de s'épanouir personnellement et pas forcément de suivre une injonction dont on ne sait pas d'où elle vient en disant sois heureux ou autrement tu n'as pas ta place ici. Je pense qu'on a dépassé ce stade-là. Et puis il y a les notions bien sûr immobilières, on y reviendra, en tout cas je l'espère, qui à mon sens contribuent aussi à cet épanouissement personnel. Et à quoi il ressemble alors le bureau qui rend heureux ou qui véhicule un certain bien-être? Je crois que c'est un condensé de plein de choses qu'on essaye, en tout cas chez Covivio, de s'appliquer à nous-mêmes pour nos futures réalisations et donc pour nos futurs clients. D'abord, c'est un lieu où aujourd'hui dans l'immobilier, le maître mot, c'est le mot de flexibilité. Autrement dit, c'est un lieu qui concilie plein de choses à la fois, et on pourra évoquer cela via des exemples concrets. C'est un lieu qui permet la socialisation, le fait de pouvoir rencontrer des personnes. Alors on appelle ça la sérendipité ou d'autres termes de cela, mais en tout cas dans un espace donné, le fait de pouvoir rencontrer d'autres personnes, de pouvoir échanger, contribue, me semble-t-il, bien sûr à l'échange d'idées, mais également quelque part à cette notion d'épanouissement personnel. Deuxième dimension, toujours sur ce chapitre de la flexibilité, c'est la notion aussi de temps en temps de pouvoir se retrouver avec soi-même, de pouvoir travailler sereinement, de manière concentrée, et dans une sorte de petit cocon. Donc cette dimension-là de sociabilité, cette notion de cocon, se retrouver, et cette notion également de connecter, puisqu'on est tous dans un monde connecté, ces trois dimensions, connectivité, socialisation et puis cocon, appelons ça comme ça, contribuent à ces immeubles de bureaux d'aujourd'hui et de demain, et contribuent à l'épanouissement personnel. Merci. Faustine, d'ailleurs, en parlant de qualité de relations humaines, est-ce que vous pouvez nous parler de votre application, de comment vous avez commencé à l'imaginer et comment est-ce qu'elle facilite aussi cette convivialité au travail? Alors, donc moi j'étais salariée, effectivement. Ce que j'ai constaté, c'est qu'on mettait vraiment en avant la culture digitale, on mettait en avant l'humanité dans l'entreprise, mais en réalité on ne la reconnaissait pas encore. C'était très frustrant, et c'est peut-être pour ça qu'on parle d'apicratie au final, de dire soyez heureux, mais bon, au final on ne va reconnaître que vos résultats individuels, on ne va pas reconnaître vos compétences humaines, on ne va pas reconnaître votre engagement, votre investissement quotidien, et c'est ça moi qui m'avait vraiment dérangée finalement.
Et donc c'est pour ça que j'avais imaginé cette idée de reconnaissance entre collègues, puisqu'on est tous légitimes aussi à faire un feedback, un retour sur l'engagement de nos collègues. Aujourd'hui, la reconnaissance, elle reste très verticale, à la main d'une ou deux personnes, généralement la RH et le manager, qui ne peuvent pas tout voir et tout savoir. Donc ça peut facilement se baser sur la visibilité qu'on se donne auprès de ces décideurs. Et ça n'encourage pas la collaboration et ça n'envoie pas les bons messages. Quand on parle beaucoup de comportement, enfin de culture d'entreprise, est-ce qu'on reconnaît réellement les personnes qui incarnent les comportements liés à la culture aujourd'hui? Donc c'est pour ça que l'idée a été de se dire que chacun pouvait à son tour valoriser, reconnaître l'engagement et le savoir-être de ses collègues avec des signes de reconnaissance donc positifs, qualifiés, qui permettent aussi de créer une entreprise apprenante, de créer des nouveaux rôles modèles, puisqu'on sait exactement ce qu'on attend de nous pour évoluer dans l'entreprise, finalement, ce qui est reconnu. Et ça désacralise cette notion d'évolution, de reconnaissance. Pourquoi on est reconnu dans cette entreprise-là? Et vraiment, en fait, aujourd'hui, je pense que la difficulté en tant que salarié, c'est de vivre avec des injonctions paradoxales, de se dire oui, il faut se transformer, mais est-ce qu'on a réellement remis en question notre culture managériale déjà? Donc déjà, elle se focalise effectivement sur les résultats individuels, mais pas que. Elle valorise encore beaucoup des compétences qui ne sont plus indispensables aujourd'hui, qui l'étaient à une époque d'avant, donc de prévisibilité, de contrôle, de docilité, alors qu'on sait bien que c'est l'innovation qui va faire la différence demain. Or, cette innovation, elle va être possible dans un environnement de confiance, de collaboration. Il faut développer cette intelligence émotionnelle, c'est vraiment ce que vous disiez aussi. Quand on parle, l'entreprise a compris l'intérêt de l'engagement du salarié, parce qu'elle a compris que ça allait lui apporter de la performance. Donc pour ça, il faut un peu augmenter l'intelligence émotionnelle globale de l'entreprise, je pense, et permettre aussi aux salariés de savoir exprimer ce qu'ils attendent en termes de reconnaissance. Merci. Olivier, je vous vois acquiescer. Je suis entièrement d'accord. Il faut laisser la parole aux salariés sur ces sujets, leur donner l'occasion de faire des feedbacks. Feedback is a gift, c'est un vrai cadeau. Feedback is a kiff. Feedback is a kiff, c'est mieux. Elle est beaucoup plus jeune que moi, Faustine. Donc je vais m'adapter. Je vais dire feedback is a kiff. C'est super. C'est un super kiff même, je pense. Et si et seulement si, l'environnement qu'on a réussi à créer est de confiance. Parce qu'il n'y a pas de feedback si vous n'avez pas confiance en moi et si je n'ai pas confiance en l'autre. Ça devient dangereux quand il n'y a pas confiance. S'il y a confiance, tous les feedbacks sont constructifs. Il n'y a pas de feedback négatif. Si je n'ai pas confiance, il y a des feedbacks négatifs. Donc la première chose à faire, c'est de créer un environnement de confiance. Et ce n'est pas facile, parce que la confiance, ça se gagne tous les jours. Tous les jours. Ce n'est pas quelque chose que je vais proclamer comme ça. Le management doit être sincère. Si le management n'est pas sincère, il n'y a pas de la confiance. Merci. Mathilde, je sais que vous avez aussi des choses à dire là-dessus. Oui, bah alors du coup, je partage totalement tous les propos qui ont été apportés. Je pense que moi, je suis convaincue que au-delà du bonheur, c'est plutôt, je préfère parler d'épanouissement et de bien-être. Et effectivement, je pense que des collaborateurs qui sont confiants en eux, en leurs capacités, en leurs talents et qui sont en confiance sont plus performants et aussi adressent un service auprès de leurs clients de plus grande qualité. Et effectivement, derrière ce bien-être, moi, j'estime que les gens sont en recherche en fait, d'estime de soi et que le travail, en tous les cas, est un levier. Et bien sûr, ce n'est pas le seul, mais en tous les cas, l'épanouissement professionnel peut être un levier d'estime de soi. Et du coup, c'est comment on va travailler sur, encore une fois, on parlait d'innovation managériale, le feedback. Par exemple, chez Mazars, on a mis en place le feedback permanent. On a arrêté ce fameux exercice de l'évaluation annuelle pour remettre en fait tout simplement la conversation au cœur de l'entreprise. Je pense qu'en fait aujourd'hui, effectivement, on a du mal à se dire les choses librement, sans jugement. Ça nécessite bien évidemment de la confiance et ça va contribuer à ce que chacun aussi soit beaucoup plus fier de sa contribution, trouve sa place dans le collectif. Et je pense qu'aujourd'hui, derrière la quête de sens, c'est d'abord, voilà, est-ce que je suis utile? Et c'est pas forcément en fonction de la mission, c'est déjà par rapport à l'interaction qu'on va avoir avec les uns avec les autres. Est-ce que j'apporte quelque chose aux autres? Est-ce que je suis en confiance? Est-ce qu'on me reconnaît? Et je pense que c'est fondamentalement sur ces enjeux qu'on doit travailler pour développer le bien-être en entreprise, autre effectivement que peut-être, parce que ça a été beaucoup critiqué, mais les baby-foot, les bonbons, voilà. Effectivement, les nouvelles générations sont très demandeurs, je dirais, de ce type
dispositifs, mais néanmoins, et petite parenthèse, on a fait une enquête, là on vient de sortir une enquête sur la génération Z, le facteur qui revient le premier quand même sur la table, c'est bien l'ambiance, la relation de confiance entre les individus, et je pense que c'est ça qui est source de confort et de bien-être. Et après, on peut travailler bien évidemment sur l'environnement, mais ça reste quand même le cœur. Pour reparler un petit peu d'environnement, Philippe, vous avez le concept qui est celui du Pro Office. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Donc là, en effet, on revient sur la dimension immobilière, mais qui rejoint bien sûr tout ce qu'on a dit. On a développé donc une offre de coworking avec la marque Wellio. Et ce qui est intéressant, c'est le fait, en effet, de pouvoir proposer à nos entreprises clientes d'utiliser ces espaces, comme on l'a vu également tout à l'heure. Ce sont généralement des immeubles mixtes dans lesquels on trouve, et je pense notamment à un immeuble tout à fait symptomatique qu'on a près de la gare de Lyon, où on trouve des locataires classiques avec des beaux 369 tels qu'on les appelle dans la profession, et puis cet immeuble-là, eh bien, il y a à différents étages du coworking à destination des grandes entreprises, mais également d'acteurs ou notamment d'entrepreneurs. Et on est en plein là dans la mixité des usages, dans la flexibilité que j'évoquais tout à l'heure, parce que ce lieu de travail, cet immeuble de bureau, flexible, mixte, avec des locataires classiques et puis également des locataires plus tournés vers les nouvelles technologies, et bien toutes ces personnes-là se mélangent, avec en plus une couche de services qu'on n'a pas forcément toujours dans les immeubles de bureaux. Bref, c'est une nouvelle manière finalement de vivre l'espace dans lequel on est et on travaille, et Dieu sait si on passe des heures au bureau. Merci. Vous avez évoqué aussi le co-living dans cet espace mixte. Est-ce que vous pouvez présenter, parce que c'est encore relativement récent en France, et voir quel est l'impact aussi sur les nouvelles manières de travailler ? Alors, le co-living, en effet, on le développe sur notre patrimoine logement en Allemagne, et singulièrement à Berlin. Donc, c'est en effet, là aussi, une offre pour nous de nouveaux produits destinés précisément à s'adapter aux personnes qui ne trouvent pas forcément à se loger, ou en tout cas qui ont des besoins nouveaux en matière d'immobilier. Le fait de pouvoir être entrepreneur, le fait de pouvoir démarrer sa start-up et quelque part travailler à proximité et avoir besoin en permanence de cette flexibilité en termes notamment de moyens de paiement, flexibilité en termes de nouveaux usages, c'est précisément cette offre-là, quand on combine coworking et puis co-living, qu'on a voulu et qu'on développe actuellement. D'accord. Donc l'idée, c'est aussi de s'adapter aux nouveaux modes de vie pour favoriser des relations assez riches. Nouveaux modes de vie, nouveaux modes de travail qui sont au cœur de nos réflexions et de toutes les entreprises. D'accord. Faustine, on a compris que donc feedback is a kiff. Qu'est-ce que vous avez appris des premières expérimentations menées, et qu'est-ce que vous apprenez des premiers retours faits entre collègues ? Alors, c'est pas non plus tout récent, parce que finalement je l'avais lancé quand même en intrapreneuriat, donc il y a plus de 2 ans. Donc on a un retour d'expérience de 2 ans et demi chez AXA notamment. Et le premier retour qu'on peut avoir, c'est effectivement sur l'estime de soi, parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on demande à chaque salarié, chaque mois, de prêter attention à son entourage professionnel sous un angle positif. Et en tant que salarié, on va recevoir on va prendre conscience en fait de nos points forts sur des soft skills. C'est important, je m'attarde sur les soft skills parce que ça reste des compétences qu'on n'arrive pas, on n'auto-déclare pas en fait. Je ne vous dis pas je suis très bonne en leadership, j'ai besoin des autres pour prendre conscience de ça. Donc dans un premier temps, on leur fait en sorte qu'ils ont un peu plus confiance en eux là-dessus, sur ces qualités-là. Et ça, c'est clé, notamment dans le monde digital où on n'arrête pas de stigmatiser certaines générations, et d'autres peuvent se sentir aussi un peu à l'écart en disant est-ce que moi je suis armée pour ce nouveau monde-là, parce que je n'ai pas ces compétences digitales. On leur dit bah oui, puisque vous avez les compétences clés du futur du travail, vous avez les soft skills. Donc l'idée, c'est de créer un premier déclic sens-toi bien, sens-toi à l'aise, et on espère que ça va te donner envie en tout cas de faire davantage attention autour de toi et de développer sur ces qualités-là. Donc ça, c'est un premier effet. Donc, ensuite, logiquement, c'est de l'engagement, puisque comme je me sens bien, je me sens reconnue et considérée pour mon travail, je vais avoir envie d'en faire un peu plus, et je serai plus productive, j'aurai de meilleures relations avec mon environnement professionnel. Puisque finalement, si le constat qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne considère qu'une seule partie du travail effectué des salariés. On ne s'attarde que sur une dimension.
Le travail aujourd'hui, il en apporte pourtant 3 de richesse. Donc celle sur laquelle on se focalise, c'est une dimension objective qui est celle des résultats individuels. Mais en réalité, le travail apporte aussi une richesse humaine. Moi, c'est ma façon de travailler avec les autres, donc ma fameuse intelligence émotionnelle, mais aussi mon engagement quotidien. Et la troisième, c'est aussi une dimension collective, parce que je ne travaille pas toute seule, je travaille avec des clients, des fournisseurs et des collègues. Donc avec notre application, on permet de compléter un système de reconnaissance qui n'intégrait pas ces dimensions-là, et de cette manière de répondre clairement à une attente légitime, de toute façon, des salariés. Après, on a forcément, même du point de vue managérial, parce que c'est vrai que c'est souvent ce qu'on me pose comme question, qu'est-ce qui va se passer? Vous mettez en place, vous partagez le pouvoir de reconnaissance avec tout le monde dans l'entreprise, comment c'est accueilli? En réalité, il faut se dire que les managers aujourd'hui sont les seuls à cristalliser les attentes de reconnaissance de leurs équipes, et c'est un sacré poids à porter aussi. Là, on leur dit non, maintenant tout le monde a cette capacité-là, donc arrêtez d'être focalisé vers le haut, faites attention à tout le monde, et voilà, c'est beaucoup plus important comme ça. Donc il y avait on va dire un soulagement du point de vue managérial avec AXA qu'on a remarqué notamment. Merci. Donc le management change, ça on le voit et on l'a aussi compris. Mathilde, comment est-ce que vous voyez cette évolution du management chez Mazars, voire comment est-ce que vous l'encouragez? On l'encourage. Alors effectivement, nous, en tout cas, c'est aussi en sondant nos collaborateurs. En tout cas, on a défini une nouvelle attente de ce que les collaborateurs attendaient de leur manager. On est beaucoup moins dans la transmission de compétences et de savoir. Plus du tout. Plus du tout dans la délégation contrôle. On attend vraiment de son manager, encore une fois, ça rejoint exactement ce qu'on disait, quelque part qu'il apporte du lien social et qu'il contribue en fait à cette sociabilisation. Donc on va attendre de son manager qu'il soit beaucoup plus comme un coach, en tout cas quelqu'un qui va me développer, donc vraiment m'aider à grandir. Et c'est pas forcément, encore une fois, par le transfert de compétences, mais aussi par tolérer et encourager le droit à l'erreur, encourager la prise de risque, la création, sortir des sentiers battus, un manager qui va être beaucoup plus dans l'animation et la facilitation, et donc souvent on appelle manager coach, mais qui va vraiment être sur comment me développer, et notamment sur mes soft skills et sur ma relation à l'autre. Donc c'est quand même, en tous les cas, en plus chez Mazars, vraiment un changement profond de notre culture managériale, qui était très verticale et orientée sur la délégation contrôle, encore une fois. Donc du coup, ça a nécessité déjà un grand, je dirais, dispositif de formation et de sensibilisation sur ce qu'attendaient aujourd'hui nos collaborateurs de leur manager. Qu'est-ce que vous voulez dire aussi avoir un leadership? Et encore une fois, je rejoins tout à fait Faustine, on ne le décrète pas. C'est vraiment le regard des autres qui va permettre de dire cette personne est suivie, elle donne envie, elle est un rôle modèle pour plusieurs personnes, donc elle a ce leadership. Donc voilà, donc des dispositifs de formation. Aujourd'hui, on a aussi formé un certain nombre de collaborateurs au coaching interne pour pouvoir s'aider entre pairs. Et ça ne veut pas dire avoir un jugement ou dire c'était bien ou c'était mal. Il y a beaucoup de gratuité en fait dans tout cela, parce qu'on le fait vraiment pour l'autre, pour que l'autre soit meilleur, mieux développé. Et on apprend aussi, chaque manager apprend et est enrichi en procédant ainsi. Et encore une fois, je reviens sur le feedback permanent, mais moi je pense effectivement que c'est un élément important, et d'ailleurs il n'est pas forcément que vertical. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est d'avoir des feedbacks de ses pairs, de ses clients internes, externes, parce que vraiment c'est au regard et au contact des autres qu'on peut aussi avoir une meilleure perception de ses propres talents. Et donc voilà, via le feedback permanent, on a aussi beaucoup travaillé sur la culture managériale, qui est d'ailleurs beaucoup plus orientée sur la projection. Projetons-nous dans l'avenir et en quoi je vais t'aider à être meilleur demain, plutôt que arrêtons de regarder dans le rétroviseur et de pointer du doigt ce qui aurait pu être mieux fait. De toute façon, c'est fait. Donc, concentrons-nous sur l'avenir. D'accord. Et une question d'ailleurs à ce propos, parce qu'en France, on est très bon pour se plaindre, parfois, il faut le dire. Est-ce que vous voyez des résistances par rapport à ça, par rapport à cette injonction, cet encouragement au bien-être et au coaching?
Alors déjà, je pense que le changement, par nature, n'est pas facile. Donc on a forcément, naturellement, déjà voilà, une petite objection au changement et ça se conduit. Voilà, on ne peut pas décréter. Et encore une fois, moi, je pense qu'il faut des années à changer une culture managériale. Faut être réaliste. Il faut savoir se satisfaire de petites victoires qui montrent qu'on est sur le chemin du changement. Donc bien évidemment, après, c'est vrai que chez Mazars, aujourd'hui, globalement, le moyenne d'âge est de 29 ans. Aujourd'hui, 80% de nos effectifs sont issus de la fameuse génération dite millennial. Et on a la génération dite Z qui arrive. Ça nous a chamboulé. Ça nous a vraiment aussi, voilà, d'un point de vue RH en tous les cas, mais organisationnel, ça a été assez disruptif. Et on a eu, bien évidemment, on va pas dire des chocs générationnels, mais en tout cas des points de vue qui pouvaient être différents. Donc, en tout cas, moi, je pense que ces points de vue différents font avancer les choses aussi. À partir du moment où on les met sur la table, on échange tous ensemble et on essaye de comprendre qu'est-ce qui peut justement crisper et être plus difficile. Il faut en discuter. Il ne suffit pas juste de le cacher ou de passer outre. Voilà. Mais effectivement, il y a toujours une appréhension au changement, mais il faut savoir l'accompagner. Et pour cela, je pense que rien de tel que la discussion, la confiance et du coup tout ce qu'on va mettre en place pour vraiment acculturer un nouveau mode managérial et humain. Merci. Je pense que c'est pas... merci. Je pense qu'en effet, les gens ont des doutes et c'est légitime parce que, en fait, tout le monde se pose la question, est-ce que tout ça, ce ne sont que des mots ou est-ce que c'est une réalité? Et donc, les dirigeants, en particulier le top de chaque société, de chaque bureau, doit avoir un rôle exemplaire à jouer. C'est simplement faire ce qu'on a dit et dire ce qu'on va faire. Si on arrivait tous à faire ça, ça inspirerait beaucoup plus en fait tous les salariés. Et cette théorie des petits pas dont je parlais tout à l'heure, c'est montrer l'exemple, agir dans la bonne direction. Mais pour revenir au bureau, je pense que personnellement, je dirais que c'est un tiers du bonheur entre guillemets ou du bien-être des salariés et c'est 2 tiers sur le sens de leur engagement professionnel. Nous, on a voulu nous mesurer aussi à l'extérieur, parce que c'est bien beau de dire où est-ce qu'on en est, c'est bien de savoir où est-ce qu'on en est par rapport aux autres. Donc on a travaillé avec un organisme que vous connaissez peut-être ici qui s'appelle Best Place to Work. C'est des gens qui sont indépendants et qui écoutent les salariés. Ils donnent des notes en fait sur des dossiers sur le bien-être au travail. Et 75% de la note, ça vient des salariés, de ceux qui répondent. Et c'est complètement, bien entendu, transparent et confidentiel, et 25% juste sur un dossier qui est remis par un groupe de travail. Mais ces 75% de la note, c'est les salariés. Donc on a participé l'an dernier, et on a appris aussi plein de choses quand on écoute les employés, justement. On a appris qu'ils adoraient passer du temps, par exemple, à aider les associations. Chez nous, on paye 7 jours par an, chaque salarié a passé du temps à aider les associations de leur choix, en plus des vacances. 7 jours par an, par salarié. Vous imaginez ce que ça fait. Et moi, je suis jugé en tant que directeur général sur la croissance des ventes, sur la satisfaction client, mais aussi sur le nombre d'heures où Salesforce France va aider les associations en France. Cette année, c'est 20 000 heures. L'an dernier, c'était 12 000 heures. L'an prochain, ça sera 30 000 heures. 30 000 heures données aux associations en France. Je vous garantis que c'est la raison numéro 1 pour laquelle les salariés sont fidèles à notre société. Et en finale, on a été élu numéro 1 Best Place to Work en France l'an dernier, à notre grande surprise. Mais c'était grâce à ça. C'est un tout. Oui, bien sûr. Je peux me rajouter. Pour moi, il y a des résistances. Bon, effectivement, d'abord parce qu'il y a, c'est nouveau, c'est le changement. Et d'ailleurs, c'est une soft skills, la capacité de s'adapter en milieu incertain, etc. Deuxièmement, il y a une certaine lassitude. Je pense que... moi, je me souviens quand je suis arrivée chez AXA, j'avais des collègues qui me disaient « Non, mais toi, t'es tout excité, mais en réalité, moi, j'ai l'impression de vivre ma 10e transformation, j'en peux plus. » Donc, il manque des outils, il manque des choses très concrètes, quoi. C'est bien de nous demander notre avis tout le temps, mais la prise de décision continue à se faire par le haut. C'est bien de nous dire « Oui, c'est l'exemplarité, mais la confiance ne se crée pas sans transparence. » Ne me parlez pas du digital si, au final, vous n'incarnez pas non plus la culture digitale en promouvant la transparence, justement, en donnant aussi, quand vous me parlez d'empowerment, responsabilisez-moi concrètement, donnez-moi la possibilité de reconnaître mes collègues. Entendez-moi quand je le fais. Donc je pense qu'il faut aussi savoir challenger la norme de l'organisation et se remettre vraiment en question là-dessus. Donc ça fait 2 ans et demi que votre produit est utilisé. Quelles sont les recommandations concrètes que vous pourriez donner aux managers aujourd'hui à l'aune de ces résultats ?
Aux managers? Ah non, moi, c'est pas aux managers, c'est en général à tout le monde. Oui. En fait, là, ce qu'on est en train de créer, c'est développer l'intelligence émotionnelle collective. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on ait des facilités à travailler tous ensemble, qu'on sache se connaître déjà, qu'on comprenne, on sache gérer ses émotions, qu'on sache tous travailler en collaboration. C'est déjà le premier niveau, et c'est pas que pour le management. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on va aussi, ces données-là, parce qu'on est en train de créer des données finalement qui nous permettent de visualiser la culture. On parle beaucoup de culture d'entreprise, mais comment elle est, enfin, je connais pas une entreprise qui me dit pas rejoins-moi parce que j'ai une culture unique et parce que je valorise l'humain au cœur de ma stratégie. Certes, mais alors comment ça se visualise tout ça? Nous, on va permettre de dire, oui, vous nous dites que vous avez 5 valeurs, mais en réalité, c'est ces trois valeurs-là qui reviennent constamment, et peut-être qu'il y a un effort de formation, de sensibilisation à faire sur ces 2 autres. Et pour faire en sorte aussi qu'en tant que salarié, manager ou quoi que ce soit, je puisse ressortir, augmenter de mon expérience dans cette entreprise. Bien sûr. On a parlé d'indicateurs, donc on parlait de la performance, on parle aussi des heures que vous donnez chez Salesforce aux associations. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs que vous intégrez dans les cahiers des charges, par exemple dans les bâtiments que vous construisez, quel que soit l'usage? Moi, en tout cas, je rêve, et les équipes de développement de Covivio travaillent pour qu'on puisse dire building is a kiff. On avance. Juste un exemple concret pour répondre à votre question. On est en train de développer une grosse opération aux portes de Paris, près de Saint-Ouen. C'est un bâtiment qui va faire prochainement 30 000 m². Et sur ces 30 000 m², il y aura 2500 m² d'espace vert et plus de 1500 m² de terrasse. Je rejoins ce que disait Olivier sur le fait que le bâtiment est une des dimensions du bonheur au travail, mais c'est une dimension importante, en particulier sur la notion de nature et les 2500 m² que j'évoque là. En tant qu'être humain, il s'agit de relire là, les anthropologues, on a aussi besoin de nature pour être serein, pour travailler. Et le fait progressivement de réinjecter sur l'immobilier, dans les bâtiments de bureaux, cet aspect biophilie, cet aspect nature, les aspects terrasses, les aspects escaliers, si possible, ouverts avec de la lumière naturelle, de manière à privilégier accessoirement l'exercice physique et le fait de se rencontrer dans des espaces communs, contribue à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que le bâtiment n'est pas la dimension fondamentale du bonheur au travail, mais contribue sacrément. Et tout ça doit se penser, tout ça doit en effet s'anticiper. Le bâtiment que j'évoque, là, on est en train également de le co-concevoir avec des locataires potentiels. On fait une démarche de design thinking pour essayer très en amont de bien comprendre ce que les futurs occupants vont avoir besoin par rapport aux nouveaux usages du travail et de pratiques managériales qu'on évoque. Merci. Merci pour cette nouvelle dimension. Il nous reste 2 minutes 20, c'est précis. Pour terminer cette table ronde dans le bonheur et la bienveillance, je vais vous proposer de partager la mesure que vous aimeriez encourager dans les entreprises, notamment pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Une mesure de manière très rapide. Chacun. Oui. Je dois commencer ? Vous pouvez. Je donne mon tour. J'aimerais bien finir. Ok, bah moi c'est trop facile, hein. C'est la reconnaissance des compétences humaines, qui est pour moi clé, en tout cas pour engager durablement les salariés et faire en sorte qu'ils se sentent bien dans leur travail. Merci. Moi, c'est la rencontre avec les uns les autres. On travaille tous peut-être de manière trop silotée. Aujourd'hui, on est sur des modes de management beaucoup plus horizontaux et on s'aperçoit en effet que la rencontre, que la sérendipité, un terme que j'aime bien, est source de bonheur d'une certaine manière. Moi, ce serait l'indicateur confiance, et je pense qu'on peut voir sur différents axes, la confiance déjà au modèle économique de son entreprise, la confiance dans le leader, la confiance en soi, et je pense qu'effectivement, ça c'est important, voilà, si on pouvait mesurer chaque confiance en soi de chaque collaborateur. Mais voilà, moi, via différents axes, c'est un indicateur qui me plairait beaucoup et qui, je pense, nous permettrait d'avancer plus sereinement collectivement. Et je rajouterais ça, parce que j'étais absolument d'accord avec ça, je rajouterais en fait de penser beaucoup plus sérieusement au monde de l'entreprise comme étant la plateforme pour améliorer l'égalité dans le monde, notamment l'égalité homme-femme dans le monde du travail. Merci à tous les 4. À vous. Et Merci à bientôt. Maud.